Alors que l'OMS vient de lever il y a quelques jours, le 5 mai dernier, l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19, avons-nous définitivement tourné la page du virus 3 ans après son apparition? Bonjour Karine Lacombe. Bonjour. Vous êtes infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et membre du comité scientifique du SIDAction. C'est un peu une émission que l'on avait envie de faire depuis de nombreuses semaines, puisque on a énormément parlé du Covid, Karine Lacombe, et aujourd'hui, semble-t-il, si le virus n'a pas définitivement disparu, en tout cas, on voit que l'alerte mondiale est levée. Bref, on peut être quand même un peu soulagé à ce stade. Oui, on est clairement soulagé. Après 3 ans de pandémie, on voit quand même qu'on sort d'un état d'exception. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. Le directeur de l'OMS l'a bien rappelé. Mais il a aussi rappelé que ça restait une menace mondiale. Et ça, c'est bien important de le garder en tête parce que ce n'est pas parce que ce n'est plus un état d'exception qu'on n'est pas encore dans une urgence sanitaire. Et là où est l'urgence sanitaire, c'est sur le plan thérapeutique, sur le plan également épidémiologique, puisqu'on n'est pas à l'abri de l'émergence de nouveaux variants. Donc, on doit rester concentré sur la lutte contre cette infection. Alors, pas à l'abri de nouveaux variants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soudainement, donc dans une perspective indéterminée, Karine Lacombe, on pourrait se retrouver à nouveau avec un variant qui poserait des problèmes? Tout à fait, rien n'est exclu, parce que le gros problème, c'est qu'on ne sait toujours pas d'où vient ce nouvel agent pathogène, même si on a des idées, il y a des pistes qui sont explorées, mais tant qu'on ne sait pas exactement d'où vient cet agent pathogène, il est extrêmement difficile de lutter contre l'émergence de nouveaux variants, Parce que si on le savait, qu'est-ce que l'on pourrait faire que l'on ne fait pas aujourd'hui? On prendrait des mesures pour que ça ne se reproduise plus et on comprendrait beaucoup mieux le principe qui a prévalu à l'émergence de ce virus. Mais les mutations qui se poursuivent ou se poursuivraient aujourd'hui, j'imagine qu'elles sont surveillées. Cela signifie que il y a une forme d'immunité collective, parce qu'on l'a longtemps attendu, l'immunité collective. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une immunité collective par rapport aux variants auxquels on est déjà habitué, Karine Lacombe? Oui, ça c'est clair. Tout le monde a été exposé. La très grande majorité de la population mondiale a été exposée d'un côté au virus, mais également a été vaccinée, pour sa grande majorité en tout cas dans les pays du Nord. Donc on a une immunité qui est mixte, une immunité d'exposition naturelle à la maladie et une immunité secondaire à la vaccination. Donc il est clair pour l'instant que quand on a un bon système immunitaire, on répond de façon favorable à l'exposition au virus, ce qui est un peu différent pour les personnes immunodéprimées. Est-ce que le Covid va devenir une grippette désormais? C'est difficile de dire ça. C'est sûr que les symptômes actuellement, dans la grande majorité des personnes infectées, sont relativement mineurs. De là à dire que ça devient une grippette, certainement pas. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir un nouveau variant qui émerge et qui est potentiellement plus pathogène. Mais en tout cas, c'est évident qu'on n'est plus maintenant, 3 ans plus tard, dans la situation où on était en mars 2020. Ça veut dire aussi, Karine Lacombe, qu'on ne peut rien faire pour empêcher l'avènement d'un nouveau variant? On ne peut pas faire grand-chose parce qu'en fait, l'émergence des nouveaux variants, c'est aussi la confrontation entre le système immunitaire de chacun d'entre nous et le virus qui se propage. Donc non, il n'y a pas grand-chose à faire, en dehors de surveiller pour prévenir la diffusion de variants qui seraient éventuellement plus pathogènes. Quel est l'avenir de la vaccination contre le Covid? Eh bien, l'avenir de la vaccination contre le Covid va concerner principalement les personnes qui sont les plus à risque de faire des formes graves. Donc on sait que ce sont les personnes qui sont âgées, plus de 70, 75, 80 ans, personnes qui ont des maladies associées, qui les prédisposent à décompenser ces maladies associées, par exemple tout ce qui est insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, diabète, etc. Mais également les personnes immunodéprimées qui restent vraiment le cœur de cible de la lourdeur des soins actuellement. Donc il y a une portion de la population qu'il va falloir continuer à vacciner tous les 6 mois.
échéance selon vous, Karine Ça, c'est Lacombe? difficile à dire. On espère maintenant pouvoir coupler la vaccination contre le Covid avec celle contre la grippe, c'est-à-dire une vaccination annuelle, parce qu'on voit que le Covid n'a pas vraiment encore pour l'instant une dynamique saisonnière, mais peut-être que comme beaucoup de virus respiratoires, ça s'installera dans le temps avec une dynamique qui va suivre les saisons. Alors, c'est la fin, en tout cas, de l'alerte maximale sur cette pandémie de Covid-19. Karine Lacombe, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Tout d'abord, qu'est-ce que l'on a mal fait? Si on devait se retrouver, vous et moi, en mars 2020, au début donc de la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres décisions que vous prendriez, ou alors des décisions qu'on a prises que vous ne prendriez pas? Alors, c'est sûr que la pandémie, quand elle nous est tombée dessus en mars 2020, est tombée sur un système de soins qui était déjà en grande souffrance. Une difficulté d'articulation entre la médecine de ville, la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière. Et on l'a vu d'ailleurs très rapidement, c'est la médecine hospitalière qui a pris le devant et avec une disparition quasi complète de l'implication de la médecine de ville. Ça a été une grosse erreur. Il y a eu ensuite une primauté du soin individuel sur la santé publique, mais ça aussi c'était antérieur à la pandémie, mais on l'a vu pendant la pandémie combien ça s'était exacerbé, c'est-à-dire que la santé publique, la santé globale de la population et tous les mécanismes qui incluent par exemple l'épidémiologie, la surveillance virologique, etc., ça n'a jamais été, les politiques de prévention, ça n'a jamais été vraiment la panacée en France. On sait qu'on a un gros déficit de politique solide de santé publique et ça a encore été bien plus exacerbé au moment de la pandémie. On a ensuite vu que malheureusement, même si on avait des mécanismes de démocratie sanitaire, on n'a pas su les activer, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez impliqué la population dans les choix qui les ont concernés. Il y a surtout eu des méthodes assez coercitives d'obligation de toutes sortes que ce soit. On en a trop fait. Alors, on ne va pas reprendre la suite des obligations qui ont été faites, mais si on commence probablement chronologiquement, est-ce que le confinement, par exemple, si c'était à refaire, est-ce que vous le préconiseriez? Est-ce que vous le préconiseriez avec cette rigueur? Je parle du premier confinement, Karine Lacombe. Je ne crois pas qu'on en a trop fait. Je pense qu'on a fait de la meilleure façon qu'il fallait dans le système où on était en mars 2020, c'est-à-dire un système de soins qui était un peu à bout de souffle, avec un hôpital qui était malade, on n'avait pas assez de lits d'hospitalisation, on n'avait pas assez de soignants, on n'avait pas assez de moyens pour faire face très rapidement à un danger sanitaire majeur. Vous vous souvenez, à l'époque, on en avait beaucoup parlé, on disait par exemple, les Français n'ont pas le droit de se promener seuls en forêt, tandis que les Suisses ont ce droit. Sur ces mesures-là, par exemple. Oui, vous avez raison. Quand on parle de mécanisme global, on a bien fait, parce qu'on a vu d'ailleurs que les Anglais qui ont pris 15 jours de retard ont eu une mortalité plus élevée que la nôtre. Après, c'est sûr que dans les détails, on se rend compte maintenant que ça a été un peu absurde, les histoires des plages où on ne pouvait pas se promener, les forêts, etc. Oui, vous avez raison. La question des masques. Alors, on n'avait pas assez de masques au début. Ensuite, les masques sont devenus obligatoires. Ils sont même parfois devenus obligatoires à certaines périodes dans la rue. Que sait-on aujourd'hui de sciences certaines, Karine Lacombe, sur les masques? C'est toujours très compliqué de revisiter les décisions qui ont été prises à l'époque à l'aune des connaissances que l'on avait à ce moment-là. Au tout début, janvier, février, je dirais jusqu'au début du mois de mars, on n'avait aucune certitude sur les modalités majeures de transmission du virus. Par exemple, il a fallu attendre la fin du mois de février pour comprendre qu'en fait, même début du mois de mars, pour comprendre que le virus se transmettait principalement avant qu'on ait des symptômes. Donc là, à ce moment-là, effectivement, à partir du moment où on l'a su, il était logique de mettre des masques. Alors qu'on pensait que c'était beaucoup plus proche de d'autres virus respiratoires où le pic de transmission se passe quand on commence à avoir des symptômes. Et c'est pour ça que l'histoire des masques au tout début a été aussi hésitante. Il y a probablement eu aussi cette histoire de pénurie de masques dont on n'avait pas conscience, qu'on a su au début du mois de mars. Et effectivement, là, probablement qu'il y a eu un problème de gestion de cette information sur la pénurie de masques suite à des décisions qui avaient été prises plusieurs mois auparavant. Alors maintenant, les a-t-on, ces masques ?
Ah oui, oui, maintenant on en a beaucoup. On en a beaucoup. Alors on est reparti dans l'autre cycle, c'est-à-dire bientôt on va dire qu'on en a trop, on va les détruire. J'espère que non. Après, c'est vraiment une politique de gestion de masques. On sait que on peut perdre de l'argent à stocker des masques, mais en tout cas, au moment où on en a besoin, on est plutôt content de les avoir en nombre. La vaccination, est-ce que là aussi, si c'était à refaire, est-ce qu'il fallait vacciner tout le monde, y compris des personnes qui ne sont pas des personnes à risque? Ah oui, oui, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de l'atteinte de cette immunité collective quand on est face à un virus qui était aussi dangereux, parce qu'il faut savoir que même si ce sont majoritairement des personnes avec des pathologies particulières qui en sont décédées, beaucoup ont été très malades. Il ne faut pas négliger, par exemple, tout le phénomène de Covid long, qui est un phénomène qui n'existe quasiment plus maintenant chez les personnes vaccinées, mais qui prévaut vraiment avant qu'on ait accès à la vaccination large. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui a été vaccinée ne connaît pas ce phénomène de Covid long? Enfin, en tout cas, une proportion beaucoup moins importante. Et la question donc à la fois de la vaccination du personnel soignant et de la réintégration du personnel soignant non vacciné, votre point de vue à ce sujet, Karine Lacombe? Alors, moi, j'étais vraiment pour l'obligation vaccinale au moment où on était au plein cœur de la pandémie. Parce que vous savez, quand on discute d'une obligation vaccinale, on ne prend pas ce type de décision à la légère. On prend en compte plusieurs facteurs qui sont d'abord la gravité potentielle de la maladie, la propension à transmettre cette maladie, et en particulier pour les soignants, à les transmettre aux patients, la propension d'être soi-même infecté, donc du patient vers le soignant, ça c'est pas négligeable, ce qu'on appelle aussi les transmissions nosocomiales, et puis également la disponibilité ou pas des vaccins et le bénéfice-risque des vaccins. À l'époque, en plein cœur de la pandémie, tous les voyants étaient au vert pour une obligation vaccinale d'une population qui était à risque d'être infectée, mais également qui était à risque de transmettre à des patients fragiles. Maintenant, même si c'est vrai que c'est difficile actuellement parce qu'il faut se départir de ce côté émotionnel de la vaccination obligatoire comme de la réintégration des soignants. Je pense que tous discutent. Lever l'obligation vaccinale maintenant de ce qu'on sait sur la Covid-19, qui est très malade, etc. Voilà, ça se discute. Alors ça se discute, ça veut dire que c'est une décision qui est plus politique que sanitaire, selon vous, Karine Lacombe? Alors, c'est d'abord les recommandations qui ont été émises en faveur de l'obligation ou pas de la vaccination. D'ailleurs, pas que de la Covid-19. Vous savez que l'HAS s'est également positionné sur la diphtérie, tétanos, polio et l'hépatite B. Donc, c'est d'abord une proposition sanitaire et ensuite, c'est sûr que c'est une décision politique. Je vais le dire autrement, alors, puisque c'est une décision politique. Ce qui a pu surprendre certains, c'est que cette vaccination n'empêchait pas la transmission du virus. Dès lors, on ne comprenait pas, certains en tout cas ne comprenaient pas pourquoi il fallait être vacciné, puisque même en étant vacciné, on transmettait le virus. On pouvait donc le transmettre en l'occurrence aux patients, à des patients hospitalisés pour d'autres maladies. Mais c'est pour ça que la vaccination n'est pas la seule arme de prévention. Le port du masque en milieu de soins, par exemple, est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on a pesé le pour et le contre de la vaccination obligatoire avec tout ce caractère coercitif qui, dans les mesures de santé publique, n'est jamais la panacée. Autre urgence mondiale qui n'est plus, c'est celle de l'épidémie de variole du singe. Et là aussi, Karine Lacombe, qu'est-ce que l'on a appris à ce sujet? Est-ce que ça veut dire aussi que ce type donc, de pandémie, d'urgence sanitaire, elle peut survenir, elles vont survenir sous d'autres formes dans les mois qui viennent? Ce qu'on a appris à ce sujet, c'est qu'il ne faut jamais négliger les épidémies d'où qu'elles partent. Et la grosse responsabilité qu'on a, nous, les pays du Nord, c'est que pendant plusieurs années, les pays du Sud, et en particulier le Nigeria, a appelé à l'aide pour une épidémie de variole du singe qui n'arrivait pas à contenir. Et c'est probablement à partir de foyers africains que le virus est arrivé en Europe et n'est devenu une priorité de santé mondiale, donc une nouvelle également urgente de santé publique de portée internationale, parce que comme on en avait parlé avec le Covid, ça a été le cas avec le Mpox, eh bien ça a été négligé. Et ça a été négligé pourquoi? Probablement parce que, comme souvent quand on a des épidémies dans les pays du Sud, les pays du Nord qui n'ont pas toujours un intérêt
personnel, en termes de santé, en termes également d'investissement financier, n'y portent pas attention. Et si on avait été plus prudent, probablement que cette épidémie n'aurait pas été mondialisée. Donc là aussi, il y a des leçons à tirer. Tout à fait, il y a des leçons à tirer sur l'importance de l'investissement en termes de recherche, sur des pathologies qu'on dit négligées, l'investissement en termes de prévention également, et puis l'investissement en termes moraux. Et puis, dernier élément, mais pas des moindres, Karine Lacombe, pour cette actualité des pandémies, le sida, on va commémorer les 40 ans de la découverte du virus cette année. Là aussi, on a fait de nombreux progrès, mais la vaccination se fait toujours attendre. Alors oui, effectivement, c'est le cas de le dire. Ça fait 40 ans qu'on court après un vaccin. Il y a eu de très nombreuses désillusions. Heureusement que la lutte contre la pandémie ne passe pas que par la recherche d'un vaccin. La lutte contre la pandémie passe surtout par la recherche de meilleurs moyens de prévention, de meilleurs moyens thérapeutiques, d'une meilleure inclusion des personnes vivant avec le VIH dans la société, donc de lutte contre la discrimination, la ségrégation. Et ça, c'est extrêmement important en matière de santé publique. Quelles sont les prochaines étapes en matière de recherche contre le sida ? C'est sûr que ce sera la recherche, si ce n'est d'éradication, au moins d'élimination du virus. Donc il y a un gros investissement en termes de ce qu'on appelle la guérison du VIH, donc HIV Cure, dont le vaccin est une des composantes, mais pas la seule. Karine Lacombe, vous êtes infectiologue, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On va continuer d'évoquer la pandémie avec cette fois-ci les réponses des laboratoires pharmaceutiques. Nous serons en compagnie de Maurice Cassier dans quelques instants. Il est sociologue au CNRS et il publie « Il y a des alternatives, une autre histoire des médicaments » aux éditions du Seuil. Une manière d'interroger notamment le rôle des laboratoires pharmaceutiques et la propriété sur un certain nombre de médicaments et de vaccins. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et pour parler du Covid, nous sommes en compagnie de l'infectiologue Karine Lacombe. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On a évoqué avec vous les différentes étapes de cette pandémie, ce que l'on aurait pu faire si l'on avait su, mais à l'époque on ne savait pas. Et justement, pour évoquer la manière dont cette épidémie de Covid a évolué notre perception des laboratoires pharmaceutiques, notamment au travers de la question des vaccins, je vous ai invité Maurice Cassier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS, vous êtes spécialiste des questions de santé et vous publiez un ouvrage passionnant, Il y a des alternatives, une autre histoire des médicaments aux éditions du Seuil. Et je vais lire un extrait de cet ouvrage qui est l'introduction où vous évoquez la manière dont les vaccins ont enrichi les sociétés de médicaments, les laboratoires pharmaceutiques, avec des chiffres qui donnent le tournis. Vous évoquez notamment la société de biotechnologie Moderna qui a perçu 12 milliards de dollars de profit avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards. Vous évoquez l'entreprise BioNTech qui a réalisé 9 milliards d'euros de bénéfices nets pour une capitalisation de 39 milliards d'euros. Bref, des sommes qui donnent absolument le tournis, qui ont d'ailleurs été utilisées par beaucoup de complotistes pour évoquer le fait que ces profits montraient bien qu'il y avait un intérêt absolu à vouloir vacciner le monde entier. Maurice Cassier, le fait que ces laboratoires aient inventé ces vaccins, breveté les formules qui ont permis de réaliser ces vaccins, est-ce la seule solution ou bien y a-t-il des alternatives ? Alors, il y a des alternatives. Peut-être on pourrait relever quand même les nouveautés de la pandémie de Covid. La nouveauté, d'abord, c'est les deux laboratoires dont vous venez de parler, puisque Moderna et BioNTech, avant la pandémie de Covid, n'avaient pas vendu de vaccin. Moderna n'avait pas vendu un seul vaccin avant 2021. Donc c'est un surgissement dans le paysage pharmaceutique. Donc ces nouveaux laboratoires, des sociétés de biotechnologie qui ont beaucoup travaillé avec la recherche publique américaine.
Parce qu'on dit les laboratoires ont inventé les vaccins. En fait, les universités américaines et les laboratoires publics de recherche, les organismes publics de recherche aux États-Unis, les NIH, travaillaient dessus depuis une quinzaine d'années et avaient largement publié et collaboré d'ailleurs avec Moderna et avec BioNTech. BioNTech a recruté en 2013 une des universitaires qui est une des clés de ces nouvelles inventions. Donc les inventions, d'ailleurs dans le domaine pharmaceutique en général et dans le domaine ici de ces vaccins, notamment les vaccins ARN que nous avons reçus en France, c'est une aventure collective avec des universités, des laboratoires publics et des sociétés de biotechnologie. Mais de fait, ces laboratoires qui ont développé ces vaccins qui étaient d'une grande efficacité et qui ont développé avec une rapidité remarquable, du fait justement d'un soutien public massif aussi des États-Unis et également de l'Europe, de l'Allemagne, pour développer rapidement et industrialiser rapidement, puisqu'il fallait faire face à la pandémie. Alors c'est l'un des mythes que vous déconstruisez dans votre livre « Il y a des alternatives » aux éditions du Seuil, Maurice Cassier, l'idée qu'il y aurait donc une création comme ça à l'intérieur d'une société privée, puisqu'un laboratoire est une société privée, et qu'il est donc normal que cette création lui appartienne, tout simplement parce que cette société aurait financé les investissements et la création et les recherches nécessaires à cette trouvaille. Mais alors, dans cette perspective, y a-t-il effectivement une possibilité d'imaginer d'autres formes donc, de propriété de ces vaccins ou bien en général de ces formules qui soignent et qui permettent à ces laboratoires de réaliser d'importants bénéfices? Alors, la deuxième nouveauté de la pandémie de Covid, pour moi, c'est la position du président des États-Unis en mai 2021 de dire qu'il faut lever les brevets pour faire face à la pandémie. Il faut vacciner le plus rapidement possible la population mondiale pour éviter que de nouveaux variants surgissent. Et notamment, Joe Biden avait été alerté par le surgissement du variant Omicron en novembre 2021. Et il rappelle une deuxième fois qu'il faudrait lever les brevets. Donc, Joe Biden est quelqu'un... Donc on ne peut pas supposer complotiste. Et donc s'il réclame la levée des brevets, c'est la première fois que les États-Unis d'ailleurs se prononcent pour l'usage des flexibilités de la propriété intellectuelle pour raison de santé publique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, lever les brevets? On va suspendre la propriété intellectuelle pendant les années de pandémie, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour pouvoir produire le plus massivement possible dans tous les laboratoires compétents dans le monde suffisamment de vaccins pour traiter efficacement la population et pour répartir suffisamment la production de vaccins. Puisqu'on n'a jamais produit autant de vaccins d'ailleurs que pendant cette pandémie, puisqu'on a produit 13 milliards de vaccins. L'un des problèmes, c'est que la répartition est inéquitable. Et donc l'idée, et qui a surgi aussi d'ailleurs lors de cette pandémie, c'est une nouveauté. Il faut produire localement, il faut produire dans toutes les régions du monde. Et si on veut produire dans toutes les régions du monde, eh bien, il serait bien qu'il n'y ait pas de restriction de propriété intellectuelle. Karine Lacombe, les différentes étapes donc, de ces débats qui ont été évidemment très largement médiatisés à l'époque, sur le plan sanitaire, comment les avez-vous vécues? Vous avez rappelé il y a quelques instants que selon vous, cette pandémie, elle a été vaincue notamment par, bien sûr, la diffusion très large de ces vaccins. C'est sûr que ce que vient de dire Maurice Cassier est vraiment fondamental. On voit par exemple, si on fait une analogie avec la pandémie de VIH-Sida, si on a pu juguler l'extension de cette pandémie, en particulier améliorer l'espérance de vie des personnes qui vivent avec le VIH, c'est parce qu'on a pu augmenter l'accès aux antirétroviraux. Et si on a pu le faire, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu une fabrication massive d'antirétroviraux par le biais des génériques et qu'il y a de nombreux pays du Sud, dont le Brésil, et vous en avez parlé dans des livres antérieurs, Monsieur Cassier, c'est cet effort-là et ces décisions politiques-là qui ont permis ces grandes avancées. Et donc, c'est sûr que dans un climat de pandémie mondiale, d'urgence sanitaire, tout ce travail-là sur la propriété intellectuelle
intellectuelle est absolument fondamentale. Alors, ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que on peut parler de lever la propriété intellectuelle pour fabriquer ces médicaments ou ces vaccins génériques à partir du moment où ils sont développés. Le problème qu'il y a en fait, et c'est tout le temps cette controverse, c'est que effectivement les médicaments, le principe actif des médicaments ou des vaccins, c'est souvent la recherche publique qui les finance. Il faut donc investir massivement dans la recherche publique, mais ensuite le développement d'un médicament, ça coûte tellement d'argent, mais des dizaines, des centaines de millions d'euros, que la recherche publique ou les États ont du mal à faire face à ces dépenses. Et malheureusement, ce sont souvent les laboratoires qui ont cet argent massif et qui peuvent investir. Oui, Maurice Cassier. Oui, mais alors là, je dirais que pour la pandémie de Covid, peut-être c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que lors de la pandémie de Covid, au début de l'année 2020, pour inciter les laboratoires justement à développer le plus rapidement possible les vaccins qui étaient dans les tuyaux déjà, très rapidement ils ont été développés, puisqu'on avait les technologies de base qui étaient là. Donc les États-Unis notamment ont investi, mais massivement. Oui, parce qu'il faut rendre hommage aussi à Donald Trump là-dessus, Maurice Cassier, et expliquer... Pour le programme, avec notamment le programme Warp Speed, donc, qui a débloqué environ 18 milliards de dollars pour à la fois favoriser les essais cliniques, mais aussi pour payer les premières usines, pour coordonner aussi les travaux des laboratoires académiques et des laboratoires industriels pour qu'on sorte le plus rapidement possible. Donc, dans le cas de la pandémie de Covid, les économistes ont calculé que 70% de la recherche clinique a été financée par les États. Donc c'est ce qui justifiait aussi Joe Biden dans son désir de lever les brevets, puisque c'était la puissance publique qui avait joué pas un rôle exclusif, bien entendu. Les laboratoires et les chercheurs dans les laboratoires sont d'une grande compétence. Et évidemment, ils travaillent de concert avec leurs collègues de l'académie. Mais ça justifiait la levée des brevets, puisque la puissance publique avait joué un rôle si important pour garantir, y compris les investissements des laboratoires privés. Et c'est là aussi, Maurice Cassier, quelque chose qui avait été en quelque sorte préparé lors de la pandémie de sida, parce que comme vous le rappelez dans votre livre, il y a des alternatives aux éditions du Seuil. Finalement, le débat autour du médicament perçu comme un bien mondial ne pouvant pas être réservé à quelques-uns, c'est déjà un débat qui a été au cœur du sida. Je rappelle que cette semaine, ce sont les 40 ans de la découverte du virus, donc on a 2 épisodes qui sont finalement à mettre en perspective. Oui. Donc j'ai dit que la pandémie de Covid avait produit des innovations, des nouveaux laboratoires, la position des États-Unis en faveur de la levée des brevets, cet investissement public massif, y compris pour développer. Mais la pandémie l'épidémie de sida a, elle, produit un changement politique majeur des politiques de santé en mettant l'accent sur l'accès aux médicaments. Et là, c'est le rôle notamment des associations de patients dans le monde entier, des associations à la fois aux États-Unis, en Europe, mais aussi au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde, qui ont mis cet impératif d'accès aux médicaments à la première place, en priorité. Et donc, lors de cette pandémie, j'ai suivi particulièrement les chimistes brésiliens qui copiaient les molécules des antirétroviraux pour pouvoir les revendre au ministère de la Santé du Brésil, qui les distribuait gratuitement donc aux patients et qui a pu ainsi reprendre le contrôle de l'épidémie au Brésil, alors que l'OMS et la Banque mondiale étaient assez alarmantes à la fin des années 90. Donc le sida a joué un rôle majeur sur l'accès aux médicaments et sur les questions de propriété intellectuelle, et pour expérimenter des formes de production générique, de faire monter d'ailleurs des laboratoires de générique. J'ai vu au Brésil se constituer de nouvelles capacités aussi de recherche, de production efficace. Et en Inde, c'est encore à une autre échelle, puisque l'Inde, et notamment on l'a retrouvé pour le Covid, puisque l'Inde, c'est un des principaux producteurs de vaccins Covid. Donc on a des nouvelles puissances émergentes.
Et ces puissances émergentes ont joué un rôle très important dans l'accès aux médicaments au moment du sida. Alors, la combinaison des deux, Maurice Cassier, c'est-à-dire l'idée finalement que on ne peut pas breveter un vaccin ou un médicament comme on le ferait d'un objet quelconque. Oui. L'autre idée qui est finalement l'idée selon laquelle les États doivent apporter la santé à ceux qui les composent. C'est une idée dont vous faites la généalogie dans votre livre « Il y a des alternatives » et vous expliquez que c'est une idée qui peut notamment remonter à Marx, ce qui veut dire qu'on a une sorte de court-circuit un peu étonnant de Marx à Donald Trump, avec d'un côté donc le philosophe économiste et de l'autre Trump qui n'hésite pas à investir massivement dans les vaccins. Je pense qu'on peut remonter, y compris au début de la propriété intellectuelle et au début des lois sur le brevet à la fin du XVIIIe siècle. Et déjà le médicament, à cette époque, quand on a inventé les brevets, il est apparu aux législateurs que le médicament pouvait nécessiter un sort spécial, que notamment l'État pouvait être fondé à racheter les inventions de remèdes aux pharmaciens pour les mettre ensuite dans le domaine public pour que les pharmaciens puissent les produire et en élargir l'accès. Et cela, c'est un décret qui a été pris, y compris pendant le Premier Empire en France. Donc on a, de la part des États, et c'est là où on rejoint à la fois Marx, mais aussi Foucault sur la biopolitique. Donc le philosophe Michel Foucault. Le philosophe Michel Foucault qui a développé cette notion de biopolitique, c'est-à-dire le souci des États de protéger les populations, de les préserver. Et là, les préserver, ça veut dire notamment intervenir sur l'idée de la propriété des remèdes. L'idée que le remède ne peut pas être que la propriété d'un seul. Mais alors ça quand même, Karine Lacombe, c'est un peu étonnant parce que vous êtes infectiologue, je le rappelle, et on voit apparaître de plus en plus de médicaments extraordinairement coûteux. Il y a par exemple cette polémique qui a été faite autour du médicament qui soigne une hépatite. Et il y a l'idée que finalement, les laboratoires vendent des traitements à des prix de plus en plus élevés. L'hépatite, c'est aux environs de 50 000 € par an pour le coût d'un traitement. Alors vous, en tant qu'infectiologue, comment voyez-vous les choses ? D'un côté, vous utilisez ces traitements, de l'autre, on voit bien qu'ils font la fortune de ces laboratoires. Alors, c'est vrai que ce dont vous parlez, donc c'est l'exemple de l'hépatite C, dont le traitement a apporté une vraie révolution dans la prise en charge. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'apparition des antiviraux directs, on guérissait très peu de l'hépatite C, en tout cas avec des médicaments qui avaient beaucoup d'effets secondaires, qui étaient très mal tolérés, puis avec une efficacité très moyenne. Et l'hépatite C était devenue une des causes majeures de décès par maladie du foie dans le monde. Donc l'arrivée des antiviraux directs, ça a été une révolution sanitaire majeure qui a permis en 2, 3 ou 6 mois de traiter une maladie dont avant on avait la quasi-certitude de mourir ou en tout cas d'avoir des conséquences importantes sur son état de santé. Donc il y a vraiment eu un changement total de paradigme. Évidemment, ce changement total de paradigme, ça avait un coût. C'est que les laboratoires qui avaient apporté, qui avaient participé au développement de ces molécules, qui avaient financé le développement de ces molécules, a voulu à un moment donné en tirer un bénéfice. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est tout de suite installé ce déséquilibre habituel entre pays du Nord et pays du Sud. Ce sont les pays du Sud qui étaient extrêmement touchés par la maladie. Les médicaments étaient vendus à des prix importants dans les pays du Nord avec des bénéfices très importants pour le laboratoire. Mais très rapidement, la société civile, par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, MSF, Médecins du Monde, etc., et d'autres organisations se sont massivement investis, la société civile, et a fait en sorte qu'on aille vers un accès au générique. Mais ça a été une bataille féroce. Et on a quelque part gagné cette bataille parce qu'il y a eu un accès à des génériques, mais à un prix social extrêmement fort. Maurice Cassier. Peut-être juste un complément sur ces médicaments et sur l'innovation et le prix du médicament. Les médicaments contre l'hépatite C, en fait, ils ont été développés au départ par une petite société de biotechnologie aux États-Unis qui était proche d'une université. Et ils ont développé cette molécule pour environ 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, c'était une société qui gagnait très peu d'argent, mais qui a développé.
Au moment où les essais cliniques sont devenus favorables et effectivement apportaient la promesse de traitements réellement très efficaces, la société de biotechnologie a revendu ses brevets pour 11 milliards de dollars. Donc entre 300 millions et 11 milliards. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé ensuite, et la société qui a racheté donc, les brevets a ensuite également demandé une rentabilité particulière. Donc d'un effet mécanique, si vous voulez. D'abord, il y a une plus-value sur les brevets. Ensuite, il y a une plus-value sur le médicament. Donc, on se retrouve mécaniquement, et c'est d'ailleurs pas le seul traitement. Beaucoup de traitements anticancéreux pâtissent, si on veut, de ce modèle, c'est-à-dire où le brevet, moi je ne suis pas opposé au brevet, l'important c'est l'usage qu'on fait du brevet. Mais là, le brevet devient un actif financier. Et donc, à ce moment-là, ça joue aujourd'hui pour l'inflation des thérapies, notamment dans le domaine du cancer. Et c'est un effet mécanique. Donc, il faut traiter cet effet mécanique. Bon, mais alors, la question qui se pose, Maurice Cassier, est comment supprimer les effets pervers de ces brevets, parce qu'on voit bien donc qu'il y a aujourd'hui des prix délirants des médicaments qui n'ont pas de rapport, en fait, avec le coût de leur développement. Donc, comment supprimer ces effets pervers, tout en encourageant les chercheurs et les laboratoires à trouver des médicaments. Parce que si on oublie les incentives, les motivations, comme on dit, en anglais, on risque d'avoir une industrie qui va baisser les bras. Tout à fait. Je pense qu'il faut conjuguer en fait incitation et accès. Et notamment lorsqu'il s'avère que des médicaments sont jugés essentiels ou stratégiques pour la santé publique et pour la protection de la population. Donc on devrait avoir la possibilité justement d'une levée partielle de ces brevets simplement pour ces médicaments essentiels, pour pouvoir les produire plus largement sous une forme générique. Dans ce cas-là, on traiterait l'aspect de santé publique. On ne détruit pas non plus l'incitation, parce que le médicament, par exemple, si on avait levé les brevets sur les vaccins Covid, Moderna, dont on parlait, et BioNTech auraient continué à produire efficacement. Et en plus, ils avaient de l'avance par rapport aux autres laboratoires, donc ils auraient aussi engrangé beaucoup d'argent. Simplement, on aurait pu multiplier et répartir plus équitablement la production. Donc c'est cette espèce de balancement entre la propriété intellectuelle et la santé publique qu'il faut arriver à ménager, pas pour tous les médicaments, mais pour les médicaments essentiels. Karine Lacombe, vous opinez du chef. Oui. Bon, on ne peut qu'acquiescer dans des urgences de santé publique. C'est clair que c'est l'accès aux médicaments qui est un peu le nerf de la guerre. Mais alors, justement, dans les différents comités scientifiques qui ont été mis en place, est-ce que aujourd'hui, puisque les infectiologues ont un rôle central dans justement la politique sanitaire menée en France, est-ce que ça peut faire partie des choses discutées avec les laboratoires ou avec les pouvoirs publics ? Alors oui, c'est sûr que c'est évident que dans une politique de santé publique au niveau national, ça devrait être un élément prépondérant de discussion. On a par exemple en ce moment en France un vrai enjeu autour de la pénurie de médicaments. Pourquoi manque-t-on de médicaments dans un pays du Nord aussi développé que le nôtre ? Ça devrait être un élément central de discussion. Maurice Cassier, alors là aussi c'est étonnant parce que les laboratoires gagnent de l'argent seulement s'ils vendent des médicaments. On a aujourd'hui des ruptures dans un certain nombre de produits. Normalement, ça doit leur déplaire. Alors, ces ruptures, tout d'abord, c'est quelque chose d'assez structurel depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. L'Académie de pharmacie, en 2011, déjà alertait sur les ruptures et en disant qu'il y a une crise de la mondialisation. En fait, ce qui a été fait, c'est sur les médicaments notamment qui arrivent à une certaine durée de vie, donc ils deviennent moins rentables, et les laboratoires donc délocalisent la production, particulièrement en Asie, en Chine et en Inde, pour pouvoir faire produire le principe actif et le récupérer au moindre coût. Donc évidemment, les chaînes de fabrication et la division du travail devient très fragile. Et il suffit d'un problème pour qu'on ait une rupture d'approvisionnement. Donc là aussi, il y a un effet mécanique de la construction économique. Alors, donc il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, y compris au gouvernement en 2019, en 2020.
une des suggestions qui est faite pour les médicaments, encore une fois, les médicaments essentiels qui sont des médicaments de base et qui ne seraient pas suffisamment rentables. Alors, il y a deux types d'aides. Il y a soit inciter localement les laboratoires à développer une production sur place, soit créer des établissements publics à l'échelle européenne qui puissent produire ces médicaments sans profit. On voit qu'il y a un certain nombre de débats essentiels qui sont abordés dans votre livre, Maurice Cassier. Il y a des alternatives, une autre histoire des médicaments, c'est aux éditions du Seuil. Merci également à vous, Karine Lacombe, infectiologue et chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine, de nous avoir accompagné. Le point sur l'actualité dans quelques secondes.